Bonsoir les amis, on est ravis d'être avec vous, ravi Thibaut. Je suis ravi d'être avec vous. Moi j'aime bien maintenant parce que les techniciens ils se sentent à l'aise, ils nous disent même plus c'est bon, ça va commencer, ils lancent le jingle comme ça. Donc on est ravis, bienvenue. C'est une manière de nous dire taisez-vous. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bienvenue les amis en cette belle soirée si vous nous regardez comme les personnes plus anciennes à 19h vendredi soir. Sinon si vous nous regardez en replay, on est ravis, peut-être en audio, peut-être vous entendez juste nos douces voix sur Deezer, Spotify, Apple Music, où que vous le vouliez. En tout cas, vous pouvez nous retrouver. Et ce soir, on a une belle émission avec Joy. Ça va, Joy ? Très bien, merci. T'es heureuse d'être là ? Oui, tout à fait, ça a bien commencé. C'est bien. Sans détendu. Tib, tu vas bien ? Ça va très bien, merci beaucoup. Ok, on est ravis. Et papa, toi, on est habitué. Moi, je vis une cure de rajeunissement avec vous trois. Hein. Ah, ça fait plaisir. Ça, c'est gentil. C'est beau. Ouais. Mais t'en avais besoin. En tout cas, on est ravis. Alors, aujourd'hui, on va avoir une émission avec un invité et il a une fonction qui est un petit peu... j'ai envie de dire particulière. En tout cas, on n'a pas l'habitude de l'entendre, particulièrement dans nos milieux chrétiens. Mais avant ça, on va faire un premier sujet sur l'actualité. Je pense que vous avez entendu parler des lobbies écologistes ou des mouvements écologistes qui s'amusent à lancer de la nourriture, de la purée, de la soupe sur des tableaux, à bloquer les routes aussi, sur le périph' parisien notamment. Et je me suis dit, je trouvais intéressant de faire un sujet sur l'activisme ou désobéissance civile. Et la question, c'est est-ce que c'est un principe français ? Et pour aller un peu plus loin, est-ce que c'est quelque chose, en tant que chrétien, qu'on peut encourager, voire pratiquer une forme de désobéissance civile, pas forcément à coup de purée, mais voilà, est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on peut pratiquer ? Donc déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette actualité ? J'ai pas l'impression que c'est français, hein. J'ai l'impression que... En ce moment, on en parle beaucoup ici, mais de par le monde et en tout temps, il y a eu ce type d'actes sous différentes formes. Aujourd'hui, on essaye c'est très artistique ou on essaye de trouver des nouvelles formes d'attirer l'attention et de faire le buzz. Il y en a eu un je le raconte parce qu'il m'a fait vraiment rire, c'est un groupe d'écologistes qui a voulu faire un peu un scandale dans un concessionnaire Porsche ou un truc comme ça. Et ils sont allés un vendredi soir et donc ils se sont collés la main avec une très bonne colle pour le coup sur les capots des voitures pour militer en disant c'est impossible, etc. Ils n'arrivaient pas à les décoller. Non, le patron a été serein, il a fermé le concessionnaire, il a éteint le chauffage, éteint la lumière et il est allé 43 heures après appeler la police. Donc il les a laissés vraiment sans rien. Donc, il les a fait réfléchir à son tour. Ils ont eu le temps. C'est la première imposition de main qu'une voiture a reçue. Il l'a joué fine. Alors du coup, tu disais, excuse-moi, je t'ai coupé. Ça existait de tout temps. Ça existait de tout temps, oui. Ouais, c'est ça. Donc pour moi, de dire que c'est un principe français, je dirais pas ça. Je pense que Alors déjà, qu'est-ce que tu penses de cette actualité ? Qu'est-ce que tu as... Ce que je pense, c'est que le monde devient de plus en plus fou, dans le sens où aujourd'hui, on cherche surtout à faire le buzz sur des notions comme ça. Je ne suis pas sûr qu'on cherche réellement à changer le monde, à changer la société. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on cherche des moyens de faire le buzz. Et malheureusement, je trouve que ça dessert leur cause, parce qu'au final, c'est absurde. En tout cas, moi, tous ces actes-là, je les ai trouvés absurdes là, sur des tableaux. Effectivement, c'est du n'importe quoi. Et les gens autour trouvent que c'est n'importe quoi. À part gâcher le moment, les musées, les choses, ça ne pousse personne à réfléchir. À changer de comportement. Papa, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je pense qu'on est dans une société qui ne sait plus dialoguer, d'où ces extrémismes. Et ça me semble plutôt grave. Puisque à partir du moment où on ne parle plus ensemble, chacun se radicalise. Et toutes les formes de radicalisme ont toujours terminé, entre guillemets, par de la violence, puisque c'est une forme de violence, quoi qu'on le dise. C'est une forme de violence, elle est exprimée sous cette manière-là, mais c'est une forme de violence. Mais eux le disent, comme tu viens de le relever, c'est si on ne fait pas ça, on ne nous entend pas. On peut pas écouter le discours derrière. Eh bien, oui, alors si chacun se met à faire cela, je ne vous explique pas le désordre, puisque... Il y a des gens dans les rues, ça vaudrait la peine qu'on parle plus d'eux. Il y a des gens il y a des femmes qui se font battre. Si tout le monde se met à jeter de la farine, les autres des œufs et puis encore de la crème, on aura bientôt de la pâte. Hein.
quelle image. J'ai vu que tu allais de manière indécise quand même. Hein. Je t'ai vu la prononcer, j'ai vu que tu n'étais pas serein quand même, mais tu es allé jusqu'au bout. Mais c'est grave. C'est grave puisqu'il n'y a plus de communication. Et ça peut amener, alors à l'inverse, ça peut amener à des dictatures. Où tout d'un coup, pour mettre fin à tout ça, va arriver quelqu'un qui lui va dire « Ok, à partir de maintenant, celui qui fait encore ce genre d'action, ou celui qui sort du rang, on va... » Donc c'est toujours dangereux. Joy ? Je pense quand même que ça a pris un petit peu d'ampleur justement avec tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça, parce que à l'époque, auparavant, c'était pas aussi médiatisé ou aussi vu, donc l'acte pouvait pas avoir autant d'impact. Donc je pense quand même que ça a explosé. Et d'un côté, il y a tous ceux qui veulent faire le buzz, au-delà de juste se faire entendre, quoi. Ouais. Et se faire juste connaître, avoir une espèce de notoriété, ouais, à travers ces actes-là, quoi. Moi, je me souviens, je devais partir à Strasbourg pour prêcher et je suis tombé dans une opération escargot. Je vous promets qu'ils ne m'ont pas donné envie de considérer leur motivation à faire changer les choses. Hein. Ils m'ont énervé. Et à part m'énerver, me rendre dingue. Juste avant de prêcher. Ah ouais, vraiment, ça m'a rendu fou. Mais le sujet, c'était la maîtrise de soi. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, mais ça m'a rendu dingue. Mais c'est ce qu'on a vu dernièrement à Paris. Vous avez vu des gens qui sont sortis, qui bloquent le périph'. Oui, mais vous avez vu ensuite la réaction qui devenait violente des personnes qui les enlevaient du périph', parce que là-dedans, vous aviez des parents qui ont peut-être des enfants qui, eux, attendent que les parents rentrent. Ils créent toutes sortes de situations qui pourraient engendrer de la violence. Et en même temps, alors je ne veux pas, sans être l'avocat de leur parti, je vais le dire comme ça. Maintenant que tu ressembles à John Lennon, je comprends. C'est joli. On m'a dit Jésus aussi, tu vois. Écoute, je vais retenir ce. Je ne savais pas qu'il a des lunettes, notre Seigneur. Écoute, il se fait de tout à tous. Mais c'est vrai qu'en même temps, pour eux, c'est des causes qui, je pense, chez ceux qui sont sincères, c'est des causes urgentes et gravissimes. Si on parle de la fin de leur point de vue, c'est la fin de la Terre, la fin de l'humanité, etc. Et donc ils se sentent un peu pris au dépourvu. Est-ce qu'il y a des causes qui peuvent pousser à des actes comme cela, qui pour nous ne sont pas du tout justifiés, en tout cas de notre point de vue. Mais est-ce que selon vous, il y a des causes où ça vaut... Est-ce que la désobéissance civile, c'est quelque chose qu'on peut intégrer en tant que chrétien? Un chrétien qui sent cette cause vraiment dans son cœur, est-ce qu'il peut participer à ce genre d'acte? Mais moi je pense que par exemple, du temps en 39-45, la désobéissance civile était un acte de résistance et s'imposait littéralement. S'imposait. Alors, de quelle manière? Vous pensez bien que c'est pas de cette manière-là qu'il le faisait, hein? Sans quoi, malheureusement, ça se terminait très vite, très mal. Mais je crois qu'il y a des régimes, je crois qu'il y a des situations où l'acte de résistance s'impose. Là où ça me surprend, c'est que aujourd'hui, évidemment, se sentant tous concernés par la planète, tout le monde réagit. Mais qu'il y ait des famines dans divers pays du monde, ces mêmes personnes ne s'en sont pas spécialement préoccupées. Maintenant que ça touche à eux, ils en parlent plus. Bien sûr, ça nous concerne tous. Et bien sûr que le respect de la nature, le respect de la création, nous concerne nous aussi, chrétiens. Ceci dit, quand faut-il commencer la désobéissance civile? C'est toute une question. Et je pense qu'elle ne doit pas devenir un instrument qu'on utilise comme ça à la légère. Moi, souvent, je me dis, est-ce que le Seigneur l'aurait fait, quoi? Est-ce que c'est des moyens que lui aurait utilisés? Jeter de la purée? Oui. Pourquoi faire n'importe quoi pour dénoncer le n'importe quoi? J'ai l'impression que si tu veux dénoncer du n'importe quoi, toi, sois intègre, sois un exemple, sois un modèle, fais des choses bien qui vont encourager les gens à faire des choses bien. Là, j'ai l'impression qu'on fait n'importe quoi pour dire « Ah, les autres, vous faites aussi n'importe quoi ». Ça n'a pas de sens, en fait. Ouais, mais si tu prends, par exemple, Greta Thunberg. Elle a été instrumentalisée. On est d'accord, mais c'est pas elle que tu vois jeter de la purée, etc. Et on te dira que tout le mouvement qui est représenté derrière elle, hein, bien sûr, où elle est utilisée, mais
mais qui n'est pas écouté. Les promesses des politiques, c'est ce qui vont te sortir tout le temps. Les promesses des politiques d'augmenter le réchauffement de seulement 2 degrés pour les 20 prochaines années, on est déjà à 6 degrés. Toutes ces choses-là, en fait, c'est l'impression d'un discours sourd, comme tu disais, il n'y a plus de dialogue. Oui, mais Benjamin, si la question était aussi simple à régler, je suppose que tout le monde l'aurait déjà réglé. Mais faire ce qu'on doit faire pour arriver au résultat escompté, recréer une nouvelle détresse. Donc les choses sont pas aussi simples que cela. Et puis ensuite, ce que je dénonce derrière ces mouvements-là, derrière le sujet qu'ils défendent, il y a toute une idéologie. Telle que la terre est surpeuplée, etc. Et ce sera quoi la prochaine étape ? Ça sera quoi la prochaine étape ? Donc, l'approche n'est pas innocente non plus dans ce qu'elle contient et dans ce qu'elle sous-entend. Et pour revenir sur la question de la désobéissance civile, donc un chrétien, selon les circonstances, peut être amené aussi à faire des actes qui sont, pour le coup, répréhensibles ou interdits. Alors là, c'est des actes mineurs, hein, mais pour montrer qu'il n'est pas d'accord avec le régime ou les idées mises en place. Dans le seul cas où il fait le bien, où il cherche à aimer son prochain et à aimer Dieu. Mais à partir du moment où, et j'ai plein d'images en tête, tu vois, je veux dire, effectivement, contre le racisme, contre l'avortement, contre toutes ces choses-là, je crois qu'il faut nous battre pour ces causes-là, mais en faisant le bien, en aimant notre prochain, en faisant des actes qui aident vraiment. Pas en désobéissant. C'est ce que Luther King a fait. C'est ça. Et Luther King a mené un mouvement non violent. Ouais. Non violent. S'ils avaient suivi la voie de Malcolm X, probablement que ça aurait pu déclencher une guerre civile. Donc voilà, je pense que Thibaut a bien résumé la manière dont nous pourrons résister, mais il est évident que jamais nous pourrons user d'actes de violence. Les apôtres, en leur temps, ont aussi fait une forme de résistance civile. Alors, ils n'ont pas résisté à l'autorité romaine, proprement dite, mais à l'autorité religieuse, qui était aussi une autorité politique, hein, en disant mieux vaut désobéir aux hommes qu'à Dieu. Mais c'est ça, c'est à partir du moment aussi où il y a certaines choses qui bibliquement, qui viennent à l'encontre de ce que la Bible dit. Je veux dire, les causes, elles sont quand même restreintes à ça aussi, quoi. Mm-hmm. Dans ce qui est envisageable pour un chrétien. Pourquoi tu souris ? Non, je te gosse. Dans ce qui est envisageable pour un chrétien. Ouais. C'est pas pour n'importe quel petit sujet, entre guillemets, qu'on va commencer à... Mais je pense que surtout, pour moi, c'est vraiment, je suis assez d'accord avec ce que tu disais avant aussi, c'est de plus en plus. Tu vois, parce que pour moi, les causes, il va y avoir de plus en plus de raisons parce que chacun est attaché à ses propres causes, ses propres expériences, ses propres peurs, et partir dans des extrêmes qui... enfin là, il y a plein d'autres idées pour aller encore plus loin en termes d'extrêmes, mais on va tendre vers ça. Parce qu'il y a l'impression de ne pas être écouté en même temps en face de l'autre côté. Et l'impression qu'avec les réseaux et tout ça, on les entend. Oui. Oui, et puis c'est vrai que de l'autre côté, on peut aussi soupçonner, l'enrichissement, on peut soupçonner toutes ces choses mettant un frein au progrès. Et c'est vrai que légitimement, on peut aussi entendre ce côté-là. Mais rien n'est simple. Rien n'est simple. Et comme on est dans une société où on dit à chacun sa vérité, donc effectivement tout le monde se forge sa vérité, et en plus, avec les algorithmes, on se conforte dans notre vérité, donc on est de plus en plus convaincus. Les algorithmes ? Les algorithmes. Ah, j'ai dit algorithmes. Non, j'ai compris les algorithmes. Ils sont pas... Tu fais flipper. On voit de quoi t'es imprégné. Ouais, c'est ça. L'actualité, là. Eh ben, les gens, en fait, ont l'impression que leur vérité est la chose à défendre parce que tout le monde pense comme lui. Ou parce qu'une majorité de gens, mais simplement parce qu'ils se nourrissent d'une même pensée et ça rend les gens obsédés par leur vérité, par leur combat, en oubliant finalement que ça fait partie d'un tout et que dans le monde, effectivement, il y a plein d'autres combats. Je veux dire, effectivement, il y a des gens qui meurent de faim, il y a de plus en plus de pays qui manquent d'eau potable. Et j'ai l'impression que c'est plus urgent qu'on se soucie de ça
plutôt que effectivement d'autres raisons. Parce que même si c'est lié là, même si là en l'occurrence c'est lié, je peux dire. Et c'est pas toujours lié. Non, c'est moi pas j'étais toujours en lié. Afrique du Sud, effectivement il manque d'eau potable, simplement parce qu'ils ont mal géré les dernières années leurs installations et qu'aujourd'hui il faudrait mettre de nouvelles installations pour qu'ils aient une meilleure arrivée d'eau potable. Et pour moi c'est là où il faudrait se battre beaucoup plus déjà pour qu'on puisse vivre aujourd'hui mieux. Ouais. Ok, moi je trouve intéressant de relever, parce qu'il va y en avoir encore, hein, donc... Oui, moi ça m'embêterait quand même, puisque si un jour je prêchais que vous n'êtes pas d'accord, vous veniez avec du ketchup pour m'arroser en pleine prédication. Je préférerais prévenir que Personne guérir. n'oserait faire ça. Donc, de la purée. De la purée, mais quelle que soit la forme du liquide qui viendrait. Mais c'est vrai, c'est juste. En d'autres temps, c'était des tomates qu'on jetait. Oui, on a déjà voulu me jeter quand même de l'estrade. Oui. Que jetais-toi. Ouais. C'est vrai, il a raté. T'as l'air déçu. Je suis triste. On va passer à notre invité qui s'appelle Cal, et puis je vais le laisser se présenter et présenter aussi son métier. Mais je trouvais intéressant de faire un sujet sur un phénomène un petit peu, des choses qui viennent de plus en plus, c'est les coachings. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des coachings ? Papa ? Oui, le mot m'est pas étranger. Maintenant, la signification, je dois dire... Pas tout à fait. C'est-à-dire que non, je ne sais pas quel est le tu te rappelles, le contenu. Tu te rappelles quand... Alors je vais te donner une vieille... J'ai ta maman qui me coach moi depuis 38 ans. Mais... Je vais te donner une vieille référence. Je me rappelle que quand j'étais enfant, je vous avais offert un DVD à toi et maman. Un film que j'avais aimé, mais j'étais enfant. Hein. C'était Hitch. Tu te rappelles Hitch Hitch, non. Hitch avec Will Smith. Hitch, expert en séduction. J'ai du mal à imaginer ton papa regarder. J'ai offert ça à mes parents, ils m'avaient fait rire le film. Et en fait, où il est coach en séduction. En gros, il accompagne quelqu'un, il accompagne des gens pour les aider à séduire tout simplement, tu vois, parce qu'ils ne savent pas comment faire, etc. Ah, d'accord. Donc on va parler de ça avec notre invité. Mais si tu l'as offert, c'est qu'il Alors Cal n'est pas coach en... Oh, peut-être, on verra. Hein. Cal, si tu veux bien venir, non. on serait heureux de t'accueillir. En tout cas, il a la dégaine de Will Smith dans Hitch. T'es bien habillé. Hein. Merci, ça c'est un compliment. Ouais, tu vois. C'est le seul. bien habillé. On fait seul depuis que t'es là, c'est vrai. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Cal, on est ravis de t'avoir avec nous sur ce plateau. Moi aussi, C'est la merci. première fois qu'on se rencontre en plus. Absolument. Enfin non, c'est la deuxième fois. On s'est rencontrés une première fois dans les toilettes de l'église, oui. Bah oui, mais Je n'ai plus ce souvenir. rassure-toi, tout va bien. Je t'ai croisé dans les toilettes de l'église, voilà. mais on n'a pas eu le temps de beaucoup Comme quoi, échanger. rencontrer Ben dans les toilettes reste inoubliable. Exactement. Ça Alors, me surprend. pas tu pour vois. lui apparemment, mais c'est ok. Alors Cal, est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu et ensuite Oui. nous dire ce que tu fais? Tu as une entreprise, donc si tu peux nous présenter tout ça. Oui, bien sûr. Bien, je suis Cal Biailly, j'habite à Aubernais depuis 7 ans maintenant à peu près, mais je suis originaire de Mulhouse et donc j'y habite depuis 7 ans et j'ai créé une société qui est un centre de formation et un cabinet de coaching. Donc un centre de formation qui accompagne, enfin qui forme au métier de formateur pour adultes et qui forme aussi les futurs coachs en entreprise, parce que il faut bien distinguer le coaching en entreprise et le coaching de vie. Et donc je fais ça depuis, je suis dans le domaine de l'accompagnement depuis 15 ans maintenant et j'ai créé donc cette société il y a 6 ans. Comment tu t'es orienté dans tout ça? Alors moi je ne sais pas si je me vante de ça, mais en tout cas je crois que j'ai toujours eu ça à cœur. Je suis l'aîné d'une fratrie de 4 et en tant qu'aîné dans la culture familiale et donc culture d'origine congolaise également, l'aîné est un petit peu un espèce de guide pour ses petits frères, etc. Et donc je crois que ça m'a tenu à cœur depuis ma tendre enfance et j'ai continué avec ça. Et c'est vrai que dans les différents postes que j'ai occupés, j'ai œuvré dans le domaine du social dans un premier temps et ensuite dans la formation très rapidement, en étant d'abord accueillant dans un centre de formation à Mulhouse et quelques années plus tard, donc à peu près 10 ans, j'avais créé mon centre de formation et donc, voilà. Donc c'est plutôt un projet de vie, je dirais que c'est un projet de vie et
c'est comme ça que j'ai démarré là-dedans. Ok. Et donc vous formez les coachs en entreprise. Oui. Et alors explique-nous un peu déjà ce que c'est un coach en entreprise, parce qu'il y a peut-être besoin ici, donc comme ça on saura. Il y a besoin. Il y a besoin. Okay. Alors explique-nous. Ok. En fait, j'ai moi-même été formé d'abord au métier de coach. J'ai commencé en tant que formateur pour adultes, en dispensant différentes formations dans le Grand Est. Et ensuite, j'ai eu à cœur de pouvoir moi aussi transmettre, accompagner. Parce que le coaching, c'est un mot anglais qui veut dire qu'on entraîne. Donc le coacher, c'est entraîner. Et finalement, moi, je voulais pas entraîner, puisque le sport, c'était plutôt une activité annexe. Très annexe. Très annexe, oui. Et donc, j'ai voulu, moi aussi, accompagner les autres, accompagner mon prochain dans les difficultés qu'il pouvait rencontrer dans son projet de vie. Et donc, j'ai fait du bilan de compétences pour accompagner. Donc, l'idée, c'est d'être à côté d'eux. Accompagner, c'est d'être à côté d'eux. Et tant que possible, de montrer le chemin qui emmènerait les individus vers leur projet. Okay. Voilà. Et ensuite, le coaching en tant que tel, c'était pour moi une façon de me professionnaliser, parce qu'il y a une recrudescence de coachs depuis plusieurs années maintenant, bien que ce soit arrivé en France dans les années. On est d'accord, tu le vois aussi. Bien sûr, il explose de partout. Il y a des coachs en tout aujourd'hui. Absolument, absolument. Ce qui n'est pas un mal en soi pour moi. Je considère que c'est une opportunité que beaucoup prennent, et je crois aussi qu'il y a une volonté à partager, à donner aux autres. Et alors, malheureusement, je dirais malheureusement ou heureusement, qu'importe de quel côté on se situe, il y a peut-être peu de formation là-dedans. On a envie je crois que ça participe à l'envie de transmettre, d'accompagner, etc. Et le seul hic, c'est que c'est pas un métier qui est encore, selon moi, normé. Avec un diplôme au bout. Pour le moment, ce sont des certificats qu'on obtient quand on devient coach. Et je crois que dès lors qu'on aura mis ça dans une norme, dans une dynamique de professionnalisation, je crois que ça pourrait éliminer tous les coachs toutes les personnes qui se targuent d'être coach et qui ne coachent pas au final, d'après moi. Et les éliminer juste professionnellement parlant, quoi. Alors, alors oui. Il faut être vigilant. C'est vrai. Alors éliminer, ça voudrait dire que là, pour le coup, ça réduirait. Voilà. Ça réduirait le nombre, parce que c'est vrai qu'il y a. Mais en même temps, il est dit qu'il y a. Je vois que tu saisis chaque occasion. Merci. Je vois qu'il y a. On sait qu'il y a à peu près 70% de coachs qui ne vivent pas de leur métier. C'est ça, oui. Donc, oui, ça reste. Ils vendent des formations sur Internet. Alors, ce ne sont pas des formations. Ce sont des coachings qui vendent, par le net. Ouais. Et alors qu'en réalité, je crois qu'il y a une frontière assez mince entre le coaching et la formation. Oui. Et beaucoup ont compris que maintenant, pour pouvoir être légitimes, ils vont vendre de la formation. Mais pareil, là-dessus aussi, il faut avoir un diplôme de formateur. Et ça, l'État, depuis 2018, a mis en place des normes pour pouvoir exercer le métier de formateur. D'accord. Et donc, coach en entreprise, oui. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il accompagne les équipes. C'est aussi ce que je fais. J'accompagne les équipes. Moi, ma spécialité, c'est plutôt la communication. Donc, je suis formé en process communication modèle. Et l'idée est de fluidifier la communication. Donc, c'est une branche, la process communication modèle est une branche de... je vois que ça fait réagir. Non, mais tu vends bien ton produit. Communication interne. Continue, tu vends bien ton produit. C'est ce qu'il faut. Là. On a tous pensé à la même chose autour de la table. C'est vrai. Fluidifier l'information. Moi, j'entends bonne idée. Super, c'est bien ça. Je suis content de favoriser, au fond du moins, de participer à ça. Non, attends, t'as pas fait terminer l'explication. Faut que tu ailles au bout. C'est vrai. Bon, ok. Au bout du tarif aussi, tu sais. Donc fluidifier la communication. Oui. Expert de... disons que l'idée pour moi est d'emmener la conscience. Parce que je suis donc formé à la process communication modèle, qui est une branche de l'analyse transactionnelle. Et l'analyse transactionnelle, c'est une méthode qui consiste à accompagner, c'est ce qu'on appelle la nouvelle psychologie. Ça a été instigé dans les années 60 par Eric Berne, qui est un Canadien qui a évolué aux États-Unis et qui s'est appuyé des travaux de Carl Jung, de Freud, etc. et qui a conçu un nouveau concept d'accompagnement. Et donc l'idée, c'était de voir comment est-ce que les individus communiquent entre eux.
qu'est-ce qui se passe quand je communique avec toi, quelles sont les transactions, qu'est-ce qui se passe quand je communique avec, dans ma famille, dans mon travail, etc. Et donc c'est de voir ce qui pourrait à un moment dysfonctionner. Parce que ce qu'on appelle la mécommunication, c'est quand on se dit un certain nombre de choses, on s'écoute mais on ne s'entend pas. C'est ça. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc moi, ma sensibilité est là, c'est d'emmener des outils, de proposer des outils de communication entre individus et de favoriser la coopération. La coopération en partant du principe qu'il y a une méthode que j'ai mise en place qui s'appelle la méthode Maé au carré. Donc c'est comment ce que je travaille d'abord sur moi. Donc quand je dis travailler sur soi, c'est de prendre conscience de qui on est, de ses qualités, de ses axes d'amélioration. Je ne parle pas beaucoup de défauts, parce que je pense que ça condamne. Et donc je parle d'axes d'amélioration. Et ensuite, comment est-ce que je suis en relation avec les autres. Donc ça c'est le A, donc le M c'est moi, A c'est l'autre. Comment est-ce que je suis en relation avec l'autre. Quelles compétences je lui reconnais dans une entreprise et quelles caractéristiques le définissent et comment est-ce que je peux rentrer en communication avec lui. Et ensuite, eux, c'est ensemble. C'est de se mobiliser ensemble pour développer donc effectivement la coopération. Et aussi, comment est-ce qu'on va impacter notre environnement. C'est d'où le E au carré, le E au carré. Donc c'est moi, les autres, comment est-ce que je fonctionne avec eux, comment est-ce qu'on se mobilise ensemble autour d'un projet, autour d'une activité, autour d'idées. Et ensuite, comment est-ce qu'on met ça à profit pour notre environnement plus largement. Parce que nous, on est de passage. Je considère qu'on est de passage. Et qu'est-ce qu'on laisse finalement? Qu'est-ce qu'on laisse aux jeunes générations, aux enfants, etc. Et je crois que c'est important de réfléchir sur ces questions-là. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font appel à des coachs? Oui. Alors, toutes ne le disent pas parce que on est encore dans une espèce d'omerta ici en France à se dire moi j'ai pas de problème psy parce qu'on associe le coaching à des problèmes psy, alors que d'abord tout le monde est enclin à être atteint par des problèmes psy et c'est pas fatal. C'est pas fatal. Donc du coup, oui, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui font appel à des coachs et qui font aussi appel à des formateurs. Donc il y a encore une évolution, en tout cas une amélioration à avoir, à mettre en place sur la frontière entre le coaching et la formation. Ok. Alors peut-être justement sur l'aspect psychologique. Parce que c'est vrai que quand j'essaye de temps en temps d'écouter un petit peu sur YouTube, sur le net, un peu des gars qui, pour le coup, je dirais, se qualifient de coach de vie, etc. Tu vois quand même beaucoup la notion, tu parlais tout à l'heure de la nouvelle psychologie, mais cette notion de psychologie aussi, est-ce que ça fait appel à de la psychologie, le coach? Est-ce que le coach, c'est un psychologue moins cher, je dirais ça comme ça. C'est pas mal, c'est une belle analogie. C'est un petit peu ma vision de la chose, pour être honnête. Mais vous êtes le low cost de la psychologie. C'est ça. Pas mal. Non, mais j'essaie de suivre. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, tu rebondis. C'est pas ce que j'ai dit là. Mais ça va aller, tu pourras discuter avec moi. Non, mais je vais pleurer après si vous avez des mouchoirs. Non, je crois que c'est d'une certaine manière c'est vrai. D'une certaine manière, mais selon le prisme à partir duquel on regarde les choses, moi je dirais que non, parce que par exemple quand j'interviens en entreprise, j'ai pas l'impression que c'est d'ailleurs les tarifs, je dirais, si on peut parler de ça, je parlais d'abord de la qualité de travail. Moi je crois qu'un coach doit être accompagné lui-même, parce que on est sur un domaine psychologique et donc il peut y avoir ce qu'on appelle des transferts. Donc mon client n'est pas moi. Bien que je sois impliqué dans mon travail, je ne suis pas concerné par ce qu'il vit. Et donc, je crois qu'il y a une distance à avoir là-dessus. Et pour ce faire, c'est important, d'après moi, d'être soi-même accompagné, soi-même d'être supervisé. J'allais dire coaché, mais supervisé. Et ça demande aussi donc, une éthique, une déontologie, donc d'être formé chaque année, si possible, ou tous les 6 mois. En tout cas, moi, c'est ma démarche, parce que je suis vraiment intéressé par ce que je fais et j'ai envie de partager le plus de choses. Avoir des vis-à-vis aussi qui sont... Absolument. Sinon, sinon on est en freelance, et ce qui n'est pas mal du tout, sauf que je crois que c'est essentiel d'être dans un cadre. Parce que quand on accompagne l'autre, on doit pouvoir faire attention à ce qu'on dit, faire attention à la manière dont on dit les choses. C'est justement ça l'analyse transactionnelle, la process communication modèle, qui dit que la façon de dire les choses a parfois et même souvent plus d'importance que ce qui est dit. Oui, bien sûr, oui.
Et je m'appuie là-dessus pour accompagner, voilà. Et donc je crois qu'en entreprise, effectivement, on peut, on n'est pas, je ne crois pas que les coachs soient des low cost, enfin des psychologues low cost. Je crois qu'ils sont plutôt plus pragmatiques, parce qu'on peut faire 15 ans de psychologie, enfin en tout cas d'être accompagné en psychothérapie, pardon, oui. Et finalement répéter les mêmes difficultés, rencontrer les mêmes difficultés. Oui, et il y a une approche plus concrète aussi de la problématique. Absolument. Ouais, et ça souvent vous partez d'une problématique pour travailler un peu de fond, mais pour résoudre cette problématique. Là où le psychologue, c'est l'inverse, c'est régler le fond et puis voir ensuite comment ça se produit, comment ça se résout. Est-ce qu'on peut quantifier, est-ce qu'on peut palper la façon dont on travaille le fond? J'en sais rien. Moi, je crois que ce qui peut être intéressant, c'est de s'inscrire dans l'ici et maintenant. Parce qu'on peut passer 15 ans à se dire, bah oui, mon papa n'a pas été gentil, ma maman a été gentille, mon frère m'a dit ci. Et puis, on est dans le passé, en fait. Et c'est finalement l'espace qu'on ne peut absolument plus changer. Mais ça, tu vas aborder ça en entreprise, par exemple? Absolument, absolument. C'est intéressant. Enfin, en tout cas, c'est mon approche. Oui. Alors, toutes les entreprises ne sont pas friandes de cette approche, et tant mieux ou tant pis. Moi, en tout cas, mon projet pour les entreprises, enfin, en tout cas, je n'ai pas de projet pour les entreprises. Mon projet pour mon entreprise, c'est de proposer cette approche-là, cette dimension nouvelle de l'humain qui répond à plusieurs besoins. L'impression que j'ai, c'est d'avoir aussi que dans le coaching, c'est un peu des spécialités. Oui. Tu vois, je parlais avant de Hitch, expert en... T'as vu le film? Oui, absolument. Alors, il est génial. Oui. Il s'est formé avec ce voilà. Mais je l'ai senti, en fait. Tu vois, bon. Absolument pas. Voilà. Non, il a inspiré. C'est vrai. C'était les années 2000 en France. J'ai senti le truc, tu vois. C'est en 2005 que c'est sorti. Et je sais qu'en France, le coaching est arrivé dans les années 90. Donc, comme on a à peu près sur le plan pro 15 ans de décalage avec les États-Unis, en 2005, effectivement, il y avait... c'est venu. Mais tu vois, c'est vrai que je vois des coachs pour justement l'aspect sentimental, des coachs pour bien gérer son temps, j'en entends de plus en plus aussi, des coachs de vie en général, l'épanouissement, etc. Alors après, on va parler un petit peu quelle est ta vision de tout ce milieu-là, parce que des fois, je dois dire, je me pose un peu des questions. Des coachs de vie qui n'ont pas encore vécu, tu vois, ça me questionne vraiment. Il y en a de plus en plus. Donc c'est un peu tout ça, mais on est d'accord que c'est quoi? C'est chacun se fait un peu sa spécialité selon sa sensibilité ou comment ça se passe? Je crois que le danger est peut-être là. Je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais en tout cas, c'est celui que j'utilise maintenant. C'est d'imaginer qu'on se suffise à soi-même. C'est-à-dire que, pour moi, un coach pourrait être inscrit dans un espace qui lui permette d'échanger. Donc, en fait, il ne s'agit pas de spécialité, il s'agit d'outils. Parce que coacher une personne, accompagner une personne, nécessite d'avoir des outils. Au même titre qu'un instit, qu'un prof, qu'un juge, qu'un avocat, enfin en tout cas, c'est d'être outillé. Et alors certains vont effectivement créer une espèce de niche, ce qu'on appelle une activité de niche, en disant, moi j'accompagne à l'épanouissement, etc. Et je reviens au mot danger, c'est qu'on sort beaucoup de pancartes. Tu vois, ça va être « sortez de votre zone de confort », etc., etc. Entre nous, soit dit, le mot « sortir de sa zone de confort », moi, ça m'a toujours interpellé, parce que je considère qu'il faut sortir de sa zone d'inconfort. Parce que si on est dans le confort, pourquoi est-ce qu'il faut en partir? Parce que notre quête, c'est toujours d'aller vers le confort. Donc finalement, c'est parce qu'on est dans l'inconfort, c'est-à-dire qu'on a des difficultés à fonctionner avec soi, avec les autres, dans un environnement, dans un espace donné, alors ça devient inconfortable. Et alors, dans quel cas, il faut sortir de cette zone d'inconfort. T'es en train de me coacher là ou... Alors tout... C'est facturé là déjà? Il faut que tu t'allonges pour commencer. Ok, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça se passe allongé Non, absolument pas. Heureusement que non. Qu'est-ce que vous en pensez, papa? Toi, t'étais moins un peu au fait de tout ça? Oui. Qu'est-ce que tu en... écoute, déjà je trouve qu'il parle très bien. Il est éloquent. Il est très éloquent. Moi, c'est ce qui m'étonne un peu. On sait qu'il y a toujours eu des formes de coach. Je vais utiliser puisqu'on a chez les Grecs Sénèque par exemple et d'autres qui finalement remplissaient cette fonction-là. Et est-ce que ça ressemble un peu alors, tu vas peut-être me flageoler, mais est-ce que ça ressemble un peu au métier de pasteur? Je pense pas. Je vais te dire pourquoi. Mais je la pose parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui se la posent. Oui, mais et on pourrait se poser la question. Je pense qu'un pasteur, lui, ma charge en tant que chargé d'âme, c'est
d'amener justement les personnes à leur relation avec Dieu. Alors, on les accompagne aussi, c'est aussi une forme d'accompagnement. Bien sûr. Hein, c'est aussi une forme d'accompagnement, mais dans le but. Et je pense que c'est ce qui est important, et d'ailleurs c'est ce qui très souvent est mal compris chez bien des personnes, dans le but de les amener à l'autonomie et non pas à la dépendance du pasteur. Et c'est là que je pose la question au coach, est-ce qu'il n'y a pas parfois le danger de voir le coach devenir le maître à penser ? Et comme le psychologue, mais comme le pasteur aussi, peut le devenir s'il ne fait pas attention. C'est flatteur parce que tout d'un coup tu deviens important pour quelqu'un puisqu'il t'appelle pour tout et pour... mais on ne l'a pas emmené à la maturité, on ne l'a pas amené à l'indépendance et à la dépendance de Dieu. Et c'est là que je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas ce danger-là, puisqu'elle existe chez les psychologues, elle existe chez les psychiatres, elle existe chez les médecins. Elle existe... Chez le garagiste. Oui, bon... j'ai mon véhicule qui a un problème, donc du coup, je vais retourner assez régulièrement, oui, etc. Oui, alors, c'est peut-être pas la dame même voir le garagiste. Hein. Ça, parce que quand tu vois la facture, que ça te coûte à chaque... Non, je te dis ça parce que je sors de chez le garagiste. Ah, ok. Mais je t'ai croisé, c'est pour ça que j'ai utilisé cet exemple. Donc voilà, c'est une question que je me pose. Certains pasteurs s'étant laissés parfois prendre dans ce piège-là. Mais tu compares, parce que moi, ma question à moi, du coup, à laquelle tu n'as pas répondu, c'est est-ce que c'est la même chose? Et là, tu compares quand même, du coup, le coach et le pasteur. Bah, pour moi, c'est pas du tout la même chose. Mais le pasteur accompagne, le coach accompagne, si j'ai bien compris. Bien sûr, il accompagne et il doit veiller à ce que la personne qui l'accompagne devienne autonome. On peut pas inscrire un coaching sur 2 ans, 3 ans. En tout cas, moi, dans mon approche, c'est de proposer... C'est maximum combien de temps chez toi? Je me dis que je démarre par des séances de 10. Parce qu'il faut voir, il faut aussi cheminer avec la personne. Donc, ce sont des... Et c'est par personne ou par groupe? Alors, il y a la possibilité pour les... moi, c'est vrai que je coach les chefs d'entreprise. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça que je parle de coaching en entreprise. C'est d'avoir qu'ils aient un espace réservé à ce qu'on peut appeler l'introspection. Oui. Et donc, du coup... c'est du coaching individuel et du coaching collectif. D'accord. Voilà, donc c'est en alternance et ça permet effectivement aussi de pouvoir diversifier son activité, non seulement ça, mais aussi son approche. Parce qu'on ne coache pas un groupe de la même manière qu'on coach un individu. Mais j'ai une question qui me préoccupe justement en tant que pasteur. Jusqu'à où un coach ou un accompagnant peut-il aider une personne lorsqu'on se met dans le domaine de la foi, puisqu'il y a un moment donné où on sait quand même que le péché a des incidences, et des incidences directes, desquelles un coach ne peut pas sortir une personne. Il y a besoin d'une expérience, d'une rencontre avec Dieu, d'une repentance, et c'est là que ça m'intéresse. Tu es chrétien, oui. Et est-ce que tu inclus dans ta manière de voir ton prochain l'aspect spirituel. C'est indéniable. Pour moi, en tout cas, c'est indéniable d'aborder le coaching sans m'appuyer de la spiritualité. C'est-à-dire que je ne me surprends pas, parce qu'au départ, je me surprenais à prier avant mes séances de coaching. Et dès lors que j'ai commencé à le faire, je me suis senti, pardon d'être dans cette intimité-là, mais inspiré pour une personne qui vient, parce que parfois on peut être, en tout cas je parle de moi, j'ai été dépassé par certaines difficultés que rencontraient certaines personnes, qui parfois faisaient écho avec mes propres difficultés en tant qu'individu, et alors je ne savais pas comment aborder ça, je ne savais pas de quelle manière il fallait dénouer, je pouvais dénouer les difficultés, les situations qui m'étaient apportées dans le coaching. Et alors je me suis surpris au départ à prier, et à la fin du coaching de me sentir vraiment à ma place, d'avoir dit ce que la personne avait besoin d'entendre. Et je crois que j'ai été inspiré par le Saint-Esprit, et je le suis d'ailleurs chaque fois que je l'invoque, chaque fois que je prie. Je crois que je suis inspiré pour pouvoir accompagner ces personnes. Voilà. Mais tu ne leur parles pas forcément de l'aspect spirituel? Non, la difficulté est là. Enfin, la difficulté, en tout cas la particularité est celle-là. C'est celle que moi je n'ai pas notée dans mes affiches, ou bien que je suis coach chrétien. Je suis chrétien dans ma foi, dans mon être. Dans ton approche. Exactement. Et donc du coup, je
ne peux pas afficher que je suis coach chrétien. Et donc, du coup, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent lire entre les lignes. Parce que mon approche, je crois qu'elle est centrée sur l'humain, mais aussi il y a une dimension spirituelle. Je crois que ça se passe aussi dans la façon dont je vais communiquer avec eux, dans la façon dont je vais les regarder, dans la façon dont je vais les aborder. Et alors, ça m'est déjà arrivé d'être interrogé là-dessus, en me disant, est-ce que... Je disais, d'après vous. Donc voilà, du coup, l'idée, c'était pas de faire... Toi, tu réponds à une question par une question. Bien évidemment. C'est Jésus, je faisais souvent. Moi, j'ai une question. Oui. Mais pas pour toi, pour Samuel. Je peux partir, du coup? Non, surtout pas. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi aujourd'hui, on a tellement besoin de coach. Et ma question... Tu devances mes questions. Mais c'est bien, vas-y. Fais-la, c'est bien. Comme tu t'es réapproprié la question alors que je ne l'ai même pas encore Elle posée. était là, mais c'est bien. Non, mais est-ce que c'est pas aussi parce que au niveau de la parentalité, il y a une faiblesse d'accompagnement, de coaching des enfants, tout ça, et que les enfants ont de moins en moins de repères, ils grandissent, et donc aujourd'hui, ils cherchent des repères, et donc ils cherchent des coachs pour les aider à s'habiller, pour les aider dans différentes choses. Est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir vu ton âge avancé, un véritable changement aussi lié à ça? Alors, oui, personnellement, j'ai vu une accélération de la détresse et du manque de repères. Ça, c'est sûr que le modèle familial actuel a engendré et engendre des milliers de jeunes gens qui sont perdus, qui n'ont plus de repères, qui se retrouvent sans père, voire sans mère, ou alors avec 3 beaux-pères. Donc ils ne savent plus à qui se vouer. Et le problème aujourd'hui, c'est que on n'est pas dans la première génération, on est déjà dans les secondes générations, où leurs propres parents étaient déjà perdus. Et c'est entre autres ce qui peut expliquer la recrudescence aussi d'un besoin d'avoir des repères, d'avoir des gens qui nous accompagnent, etc. Du temps des Grecs, c'était souvent des familles aisées qui, ne pouvant pas prendre soin des enfants, les confiaient à des maîtres qui, eux, les accompagnaient jusqu'à ce qu'ils puissent prendre le relais. Mais aujourd'hui, ce qui m'inquiète plus, c'est qu'on n'est pas dans une forme, entre guillemets, d'éducation qui finalement passait par le maître, mais on est plutôt dans une forme de détresse qui fait appel à toutes sortes de maîtres. Il s'accroche à tout. Ouais. D'où j'ai entendu ce que tu as dit tout à l'heure, la nécessité de cadrer, etc. D'où le nombre de victimes de prédateurs qui sont des manipulateurs et qui ont très bien compris la faille et qui aujourd'hui prennent la brèche. Oui. Et l'argent que ça engrange, parce que il y en a qui en vivent très bien. Ah mais oui, et puis alors c'est dramatique puisque la personne qui pensait trouver du secours va se retrouver, replongée dans son passé, où il n'y avait pas de père, il n'y avait pas de mère, et où celui en qui tu as fait confiance t'a trahi, et en plus de ça, t'as dépouillé. Donc ça c'est le drame de tout mais ça. c'est le drame aussi parmi les pasteurs ou les prêtres, des personnes qui ont été abusées, quel que soit l'abuseur. Eh bien, sont ensuite des gens qui sont en perte de confiance totale. Alors, ils n'avaient déjà pas confiance en eux-mêmes, ils ne peuvent plus avoir confiance en personne et ça les mène à une détresse sans fin. Moi, je pense qu'il y a aussi, à l'époque, dans ta génération à toi, papa, appelé à aller voir un psychologue, etc. Même dans la société, on évite quand même. C'était moins ouvert, moins répandu, c'était beaucoup plus secret. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus assumé aussi. De plus en plus. Je pense naturellement, certains se disent j'ai identifié tel problème, j'en rencontre, j'ai identifié telle problématique, donc je vais aller voir un psychologue et je trouve pas ça négatif, parce que je pense qu'on a besoin d'être accompagné, c'est très bien. Mais le danger de ça, c'est du coup d'en faire quelque chose de systématique. Comme quand j'ai mal à la tête, je vais prendre un Doliprane, j'ai identifié tel problème, je vais aller voir le psychologue, là où, à la base, l'objectif premier, c'est l'autonomie.
Et c'est de réussir à, par la relation avec Dieu ou soi-même ou par ce qu'on a reçu, j'ai envie de dire, sortir de ces problématiques. Et c'est vrai que moi, mon constat, c'est de voir des générations de plus en plus fragiles, émotionnellement, et aussi dans leur choix de vie, et donc aussi de plus en plus dépendantes d'accompagnement, là où l'objectif premier, et c'est ce que tu disais avant, c'est qu'ils soient autonomes. C'est qu'ils n'arrivent pas à passer ce cap de « Ah, tu as résolu mon problème », mais vous, le but, c'est pas juste de résoudre le problème, c'est de comprendre comment résoudre le problème. Donc et d'être capable de reproduire ce qu'on nous a appris, ils ne sont pas capables, ils ont besoin toujours de cet accompagnement pour en sortir, quoi. Moi, j'ai été, je dois le dire, surpris dans la période du Covid, du nombre de personnes qui nous demandaient « faut-il se faire vacciner ou non ?» Et d'abord, je trouvais grave qu'ils nous le demandent à nous, puisque moi je suis pasteur, je suis ni médecin ni scientifique. C'est ça. Donc j'étais pas la bonne personne à qui il faut poser la question, mais comme évidemment certains l'ont spiritualisé, on s'est retourné vers nous. La deuxième des choses, c'était le risque que je mesurais moi tout d'un coup de donner ma position et l'influence que je pouvais avoir. D'où le fait que je me suis refusé de donner des directives en rappelant que finalement le but de l'Église c'était justement d'amener chacun à cette maturité où il y a des sources d'information, vous avez des scientifiques, vous avez votre médecin, etc. Et c'est pas moi en tant que pasteur sur ce sujet-là. Voilà. Sur ce sujet-là, il y a bien d'autres sujets où je peux intervenir, mais de vous donner une direction. Et ma surprise, ça a été l'incompréhension. C'est presque si on ne me le reprochait pas. Tu abordes la question de responsabilité, en fait. Mais oui. C'est la responsabilité du pasteur, là, pour ce qui concerne... Et en même temps, le risque que j'avais en disant, mais oui, faites-le, je sais que... Je disais, oui, faites-le, c'est des milliers de personnes qui le faisaient. Je disais, ne le faites pas, c'est des milliers de personnes. Alors que ça ne relève pas de mon autorité, en tout cas. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que notre rôle devrait justement de réussir à coacher les gens pour apprendre à réfléchir par eux-mêmes? Et peut-être que c'est peut-être là aussi une de nos responsabilités. Ici, c'est pas les femmes qui parlent le plus. Hein. Pardon. Si vous voulez en discuter... Ah, moi je voulais te laisser la parole, mais il a coupé. Pardon. Moi, j'ai rien dit. Oh, si, t'as dit. Non, c'est moi. Non, vas-y. Non, c'est bon. Bon, voilà. Non, mais c'était bien parce que ça va un peu dans le sens de ce que Non, j'allais mais dire. pour moi, c'est en tant que pasteur et en tant qu'Église, c'est comment réussir justement à coacher les gens, à avoir cette maturité de réfléchir par eux-mêmes, de savoir justement où trouver les réponses, de savoir s'entourer de bons conseillers. Et je pense que là aussi, je pense que des fois, on ne mesure pas ce besoin qu'ont les gens qui viennent dans notre Église parce qu'ils ne savent pas faire. Ils n'ont pas le bon sens. Là où toi, tu as eu un père qui t'a peut-être enseigné à savoir comment réfléchir, comment gérer, je pense que beaucoup n'ont pas eu ça. Et donc, comment, en tant qu'Église, on peut les aider à avoir du bon sens, les aider à chercher l'information au bon endroit. En tout cas, je pense qu'en formant des disciples... Ouais, c'est ça. C'est le propre. Hein. Et puis, juste, l'émission s'y retrouve, elle est là aussi pour ça. Hein. Ouais. Pouvoir réfléchir et pouvoir... Oui, c'est... Vas-y, Joy. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez tous arrêter ce que vous faites? Écoutez, Joy. Non, mais du coup, je réfléchissais. Jésus, il a quand même été avec les disciples pendant 3 ans. Et je me dis, est-ce que... C'est long comme coaching, du coup, ou pas? 3 ans. Il semblerait. Hein. Oui, mais 3 ans mais pour une mission... Mais ils étaient avec le premier des coachs. Ah ouais. Je crois que c'était... C'est un petit peu ce que je voulais... Là où je voulais en venir, de dire finalement, il a vraiment été avec eux. Alors... J'imagine pas seulement pour leur enseigner tout ce qui est spirituel, mais que dans leur vie, il les a aussi fait évoluer, etc. Et puis au bout de 3 ans, il est parti en disant je vous laisse mon esprit. Et eux ont pu ensuite œuvrer avec la maturité nécessaire pour entendre le Saint-Esprit et se laisser diriger. Mais il a été avec eux, il les a accompagnés, quoi. Et je me dis justement, c'est ce à quoi je réfléchissais, quand une personne se convertit, je trouve qu'elle a quand même besoin de ces guides, de ces repères d'accompagnement, mais dans des choses très concrètes, quoi.
Donc voilà, c'était très spirituel ce que je voulais dire quand même. Bah, parler de Jésus, c'était... On te met un 10 sur 10. Et je pense que pendant un temps... Après, je veux quand même poser des questions à Cal. Ouais. Mais... Moi aussi, j'en ai aussi. Alors pendant un temps, je trouve on a beaucoup... sortir, si tu veux. Pardon. Non mais si je parle trop... Pendant un temps, on a beaucoup... Non, mais pendant un temps, on a peut-être des fois trop... alors, je mets des guillemets à ce que je suis en train de dire, je vais le nuancer après, mais trop laisser les gens... soyez dépendants de Dieu et presque débrouillez-vous avec votre Bible et le Saint-Esprit. Et le danger aujourd'hui, c'est peut-être des fois d'être trop dans le coaching et l'accompagnement et de rendre les gens pas assez dépendants du Saint-Esprit, de la Bible. Et que je trouve qu'on a besoin absolument des deux. Oui, les gens doivent devenir dépendants du Saint-Esprit, des Écritures. Et d'un autre côté, il y a vraiment ce besoin passe par cette aussi étape, d'avoir des gens qui savent les... Ouais, parce qu'ils deviennent bébés, c'est des nouveau-nés spirituels d'abord, donc d'où l'importance de bien accompagner. Les coachs, c'est un peu des pasteurs pour non-chrétiens en fait. C'est ça. C'est la deuxième analogie que vous faites à propos de ça. C'est pas mal. Déjà, j'ai pas dit low cost, tu vois. Oui, mais là, on upgrade un peu. Ouais. Oh, si je vous ai blessé. Mais j'aimerais Cal avoir ton point de vue sur ce qu'on dit là et sur ce besoin en fait de plus en plus régulier d'accompagnement de la part des gens. Toi qui justement es coach, quelle est ta lecture de cela ? Alors, j'ai l'impression que les difficultés qu'on vit, et ce que évoquait Thibaut tout à l'heure, est juste en lien avec la famille, la parentalité, etc. Mais pour moi, c'est multifactoriel. C'est-à-dire que quand on regarde sur le plan économique, en fait, le consumérisme de notre société, donc les deux parents qui travaillent, etc., qui, somme toute, n'est pas mal en soi, sauf que ça laisse assez peu de place à une relation avec les enfants, qui sont du coup confiés à des professionnels de l'éducation, donc ça peut être au périscolaire au départ, ensuite au collège dans des temps de travail au collège, etc. Donc du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas, les enfants ne sont pas forcément imprégnés de la culture familiale et même donc du coup de l'éducation que pourraient leur donner leurs parents. Et donc ça c'est sur le plan économique. Donc c'est une des répercussions, enfin une des causes plutôt je devrais dire des difficultés qu'ont les gens aujourd'hui à se retrouver en équilibre. Oui. Parce que moi je crois qu'il s'agit de la quête d'équilibre et non d'être super ceci ou super pas cela. C'est vraiment de trouver son équilibre et je crois que ça se trouve effectivement par le travail, par la spiritualité, je ne dis pas ça dans l'ordre, mais en tout cas la spiritualité, le travail et une espèce d'éthique. Là, Thibaut disait tout à l'heure que accompagner vers l'autonomie, etc. Pour moi, le coaching, c'est aussi d'accompagner une personne dans une situation professionnelle à trouver ses propres solutions, c'est-à-dire que les solutions se trouvent en elle. C'est pas parce que le contexte est comme ceci ou cela que j'ai des problèmes. Bien qu'il faut en tenir compte, mais en tout cas, on est les seuls à pouvoir changer notre rapport à soi et aux autres avec l'aide du Saint-Esprit. Je crois que c'est l'approche du psychologue, de trouver les solutions au fond de toi-même. C'est ça. Et non de rendre autonome, non de rendre dépendant. C'est ça. Et d'aller vers l'autonomie, effectivement. Joy, tu voulais lui poser des questions ? Merci. Non, mais je me demandais justement, dans le cadre de ton travail, j'imagine que tu as dû faire face à des personnes aussi à la limite du burn-out. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois souvent ? Et est-ce que, du coup, dans ces cas-là, le coach peut être la bonne personne pour les aider ou est-ce qu'il se tourne plutôt vers un psychologue parce qu'on parle quand même un psychiatre, un médecin. Voilà, de maladie après au bout d'un moment. Alors moi je ne crois pas qu'un coach puisse traiter le burn-out. Je crois qu'il s'agit de quelque chose de suffisamment profond et médical, bien sûr, pour pouvoir traiter ça en coaching. Donc c'est pour ça que je crois que, en tout cas moi, les personnes que j'ai jusque-là accompagnées étaient là après un burn-out. Après, okay. Ouais. Donc du coup, j'intervenais à mon niveau sur des points, notamment de questionnement sur le métier. Et puis j'ai souvent cette interrogation à propos du burn-out. Il y a plusieurs personnes qui peuvent faire le même métier dans les mêmes conditions, mais certains vont être en burn-out et d'autres peut-être pas. Qu'est-ce qui explique ça ? Moi, je crois que si on remonte un petit peu le fil, ça peut être peut-être l'estime de soi. Quel rapport j'ai avec moi ? La façon dont je suis avec mon corps, avec mon esprit, etc. Et avec ce qui m'est donné de faire, le travail, etc. Il y en a qui s'investissent, qui sont impliqués, concernés et qui mélangent les deux. Et donc du coup, comme notre société, je parlais de ça tout à l'heure avec ce consumérisme, donc on devient presque des numéros.
Voilà. Et donc, il y a une perte de sens, une perte de valeur, et qui fait que on se donne au travail et on se retrouve au travers du travail, avec le travail et pour le travail. Et c'est là où on peut aller en burn-out, d'après moi. Et effectivement, on peut pas traiter ça en coaching, seulement en coaching. Ok, c'est plutôt après que tu les as moi, rencontrés. En tout cas, oui. Alors, je ne sais pas pour d'autres coachs, peut-être que ça a été... Mais on peut aussi prévenir, hein. C'est-à-dire que quand... oui, c'est ça. Oui, on peut poser les questions. J'imagine que les séances de coaching, même collectives, permettent Bien sûr, d'identifier des problématiques de trop de pression, trop de risques stress. psychosociaux. Okay. Ouais. On peut aborder ça. Ouais. Kyle, tu formes des coachs. Oui. Est-ce que tu as déjà décelé des manipulateurs chez eux? Est-ce que dans ta formation, comment tu gères quand tu vois quelqu'un qui utilise un petit peu ce que tu enseignes pour aider les gens à tomber, j'ai envie de dire, dans le côté obscur de la force, tu vois? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'accompagner des gens comme ça et comment tu gères les choses? Oui, ça m'est déjà arrivé. Et peut-être les gens qui nous écoutent, qui ont peut-être besoin, à quoi ils doivent faire gaffe en fait, tout simplement. Je crois qu'un coach qui a l'habitude de racheter les demandes de ses clients, parce qu'un coaching démarre toujours par une demande. Ça peut être introduit par la phrase suivante: qu'est-ce que vous voulez voir avec moi aujourd'hui? Et donc, quelle est votre demande? Parce que je ne peux pas accompagner une personne, coacher une personne qui n'en a pas fait la demande. Et alors, si cette demande a été clairement formulée, dans son expression la plus simple, hein, c'est-à-dire je veux être à l'aise dans mon travail, par exemple, je vais aller poser des questions. Donc le coaching, c'est l'art de poser des questions, et donc de plus écouter que de parler. Donc d'être lent à la réponse et rapide à l'écoute. C'est-à-dire que d'être dans une écoute active qui consiste à permettre à l'autre de s'exprimer librement. Et donc si jamais je repère, en tout cas ça m'est déjà arrivé de repérer, alors je ne parlerai pas de manipulateur, je parlerai d'élan de manipulation. Tu vois, donc une envie à tirer la couverture de son côté, à racheter la demande du client et donc à en faire sa problématique. C'est ça le danger. C'est-à-dire que l'autre dit quelque chose, comme j'ai déjà connu ça, je sais comment faire. C'est pas comme ça. C'est jamais comme ça. On peut se laisser surprendre dans un coaching en posant des questions et à voir la personne évoluer dans sa réflexion, dans son rapport à soi, dans son rapport à sa problématique, et changer ses lunettes en fait. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc si je repère ça, effectivement, comme la formation est ponctuée par un diplôme, un certificat, pardon, je peux pas délivrer le certificat de coach à une personne que je sens dans un élan de manipulation. D'accord. Ok, intéressant. En tout cas, c'est l'éthique que j'ai. Alors, je ne sais pas si c'est répandu. J'espère. En tout cas, je le souhaite. On est rassuré que tu l'es toi déjà. Moi aussi. Papa, tu voulais poser. Juste si tu pouvais compléter la question, c'est-à-dire quels sont les éléments que tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent. Dans le cas où ils sont face à quelqu'un dans le cas où ils se retrouvaient en face de quelqu'un, qu'est-ce qui peut être suspect chez un coach? Ok, ce qui peut être suspect d'après moi, c'est le coach qui a la réponse à tout, qui dit il y a qu'à Faucon, etc. Donc déjà ça, et ensuite le coach qui ne pose pas, qui mélange, parce que le coaching est à dissocier de la psychothérapie. Parce qu'il y a une frontière très mince avec la psychothérapie et le coaching. Le coaching ne doit pas remonter, en tout cas tel que j'en ai été enseigné, ne doit pas remonter et aborder des questions liées à l'enfance. On ne traite pas ça. Donc le coaching, c'est ici et maintenant. Et donc voilà. Et donc un coach qui commencerait à dire ah oui, vos parents, etc., et qui commencerait à essayer de traiter ça, en définitive, pas coach. Il n'est pas à sa place. C'est les questions faire plus, quoi. Oui. Et puis celui qui devance vos questions, qui complète vos phrases à chaque fois, etc. On peut imaginer qu'il soit dans un espèce qui porte une cape de Superman. Donc c'est celui qui veut sauver, etc. Et il faut faire attention à ça parce que c'est agréable, hein, c'est un rôle gratifiant que d'aider, de sauver, etc. Mais le risque et le danger là aussi, c'est qu'on peut s'embourber dans des histoires qui ne nous concernent pas et donc du coup donner des conseils qui soient pas adaptés. Et donc il y a qu'à vous devriez faire ceci, moi si j'étais vous je le quitterais, moi si j'étais vous, tu vois, ce genre de si j'étais vous, etc. C'est des phrases qui annoncent. Ça, ils se projettent dans la c'est exactement ça, et ce qu'on appelle le transfert, de la distance, le processus parallèle, en tout cas des termes issus du coaching, diraient que c'est dangereux. Ok.
Je te pose une dernière question, parce que je vois que ça fait quasiment 1 heure qu'on discute. Wow. C'est intéressant, hein, tu vois, ça passe vite. Oui, apparemment. C'est horrible parce que j'avoue que je pense que je pourrais être capable de dire si j'étais dans ta situation, moi j'avoue que je le verrais comme ça. C'est intéressant de voir que c'est... Du coup, tu vas avoir moins de rendez-vous dans cette émission. Il voulait alléger son planning. Mais je pense que cette tendance est presque naturelle. Absolument. Elle est naturelle. La refuser, c'est devoir y réfléchir. Et c'est être formé, du coup. C'est être Parce qu'on formé, se projette être accompagné. très souvent de cette manière-là. C'est ça. Alors peut-être ma dernière question, c'est penses-tu, est-ce que tu encourages les gens qui, j'en sais rien, ont des difficultés dans leur couple à aller voir un coach en séduction, ceux qui ont des difficultés, de vie, d'aller voir ces coachs de vie, etc. D'habillement. Tu vois, si les gens ont des difficultés à Je bien pense s'habiller... en général, c'est pas les gens bien dans leur basket qui critiquent Là, les c'est autres, quand tu même vois. un peu l'hôpital qui se fiche de la charité. Il semblerait, hein, il y a beaucoup de couleurs ici. Parce qu'en plus, on a la même couleur. Oui, il Je semblerait. pense qu'on peut incruster des La images même sur le fond couleur. vert de C'est ça. ça, La vous même... voulez dire. Il est daltonien. Mais alors Cal, est-ce que tu encourages un peu ces démarches-là pour ceux qui diraient Laquelle? Aller voir des coachs, Ok. coach de vie, coach en épanouissement personnel, coach de séduction, etc. Tous ces coachs spécialisés, je dirais, dans des problématiques privées. Tu vois, c'est pas sur le lieu de travail, c'est pas. Alors, je ne sais pas si je peux encourager, enfin en tout cas moi j'encourage effectivement à avoir recours à un coach pour se faire accompagner. Moi-même je bénéficie d'un coaching en gestion financière par exemple, parce que ce n'est pas l'espace le plus simple pour moi. Et donc j'ai recours à un coach qui vient... Mais là il te parle de comment ça va à la maison et tout ça à ce moment-là Non, Alors il peut poser la question, Ok. peut poser la question pour voir comment est-ce que dans mon espace perso, quel est mon rapport à l'argent, etc. Ok. Et donc du coup on va aller à l'entreprise. Donc on ne peut pas se dissocier de qui on est chez soi au travail. Bien que ce soit demandé, je connais peu ou personne qui est d'une certaine manière au travail et d'une autre manière à la maison. On n'est pas des robots, quoi. On n'est pas des robots. Donc on est teinté par qui on est à la maison, par son histoire personnelle, on est empreint de ça. Et alors, effectivement, au travail, on doit pouvoir se consacrer à ce pourquoi on est là. Donc c'est ce qu'on appelle l'activité. C'est ce pourquoi j'ai décidé d'être là. Ouais. Et donc moi, est-ce que je peux conseiller, alors j'ai pas de conseil, j'encouragerais effectivement à avoir recours à un coach selon la problématique qu'on rencontre. Oui, je pourrais et le signal d'alarme que je tirerais, ou bien la vigilance. Le point de vigilance, c'est d'avoir recours à quelqu'un qui est formé, quoi, hein. Ouais, et qui n'est pas dans une approche où il fait à la place d'eux. Oui. Ouais, c'est C'est vraiment tout ce qu'on intéressant. décrivait avant, quoi. Oui. Et donc, ouais, quelqu'un de formé. Et c'est vrai que du coup, je fais un peu, je ne sais pas si c'est de la publicité, mais je trouve que l'analyse transactionnelle répond bien aux problématiques qu'on rencontre C'est aujourd'hui. carrément de la publicité. C'est Très bien, parfait. Donc, je vais avoir mes Donc royalties. t'es un bon patron en même temps. Non, les royalties, c'est nous, pas toi. Non. Eh ben, super, merci beaucoup Cal. Merci pour Avec c'est plaisir, intéressant. merci Hein. à vous. Oui, c'est une découverte pour moi, mais c'est intéressant. Ouais, je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment c'est un phénomène aujourd'hui de plus en plus répandu en France. ouais. Hein. Et puis sans parler, comme tu as dit, aux États-Unis, Ah etc. et puis tu vas sur n'importe quel réseau social, tu as partout des appels à ça. Hein. Ah ouais, Je t'en parlerai en off. Je vous explique comment, je vais vous expliquer comment je suis devenu ceci, comment j'ai fait ça. C'est de la publicité. Ah ouais, C'est de la publicité. Il y a besoin de ça. Et justement, sur les réseaux sociaux, peut-être pas. Enfin, en tout cas, si on doit avoir un peu de vigilance, on ne peut pas trouver un coach. Ouais, on peut pas trouver un coach sur les réseaux sociaux. Ok. Les amis, merci. Merci à chacun d'entre vous pour tous ces sujets, ces précieux sujets. Merci Cal de t'être déplacé. Merci de m'avoir invité, avec plaisir. C'est gentil. On a été heureux de t'avoir avec nous. Et puis les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas tout simplement à les écrire sur l'espace commentaire. Peut-être qu'on y répondra. J'étais en train de me dire, si tout le monde écrit des questions, ça va peut-être faire beaucoup. Mais écrivez, mettez vos remarques. Peut-être que vous pourrez vous trouver des réponses entre vous aussi. Tiens, c'est une bonne approche. On se coachait entre eux. Voilà, coachez-vous entre vous aussi. Ouais, attention quand même. Ça sent pas bon ce truc. Oui, En tout cas, les amis, ça va finir par le scotch. On est vraiment heureux d'être avec vous. Je vous propose qu'on termine par la prière. Et puis ensuite, on va se dire au revoir, d'accord? Joy, tiens, tu vas prier. D'accord, avec plaisir. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que
Tu nous as laissé ton esprit qui est le meilleur guide aussi pour nos vies. Et je te prie vraiment de bénir toutes les personnes qui auront suivi cette émission et qui, si elles ont besoin d'être accompagnées, tu puisses, toi, placer les bonnes personnes auprès d'elles, Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité, ton amour et pour ces échanges, Seigneur. Amen. 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 Merci à vous quatre. Et puis, merci à vous les amis. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission. On s'y retrouve 19h ou quand vous voulez, en vidéo ou en podcast. Que Dieu vous bénisse. À plus. Au revoir.